Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Alors, nous sommes toujours dans la série d'entrevues de gens qui ont des liens de près ou de loin avec le musée. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Ghislaine Gervais, qui est directrice générale de la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines. Bonjour, Madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Parfait. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un peu aux gens à la maison quel est le mandat de la Société de généalogie? Alors, comme son nom l'indique, la Société de généalogie et d'histoire a deux volets, un volet de généalogie et un volet de l'histoire. Notre mandat consiste à réunir tous les gens, toute personne intéressée à l'un de ces deux mandats-là et de les épauler dans leur recherche, dans leur travail. Nous avons aussi un autre mandat qui est éducatif, c'est-à-dire de faire connaître aux gens de la région leur histoire. Alors, le mandat rassemble ces trois volets-là, disons. OK. Et puis, c'est M. Roger Lafrance, un homme de Black Lake, qui est allé chercher notre charte à Québec le 29 novembre 1998. OK. 88, excusez. Et puis, à partir de là, peut-être que ça ne vous surprendra pas, mais ce sont des professeurs d'histoire du Cégep avec des gens de la bibliothèque et certains usagers qui ont décidé de fonder une société de généalogie et d'histoire pour répondre à des besoins qui devenaient de plus en plus gros. OK. Et à partir de ce moment-là, bien, ça a commencé tout doucement. Alors, quelques livres sur un petit rayon de la bibliothèque. Et au fil des années, la société a augmenté ses effectifs tant au niveau de ses membres, au niveau de ses bénévoles, et au niveau aussi de son matériel. OK. Est-ce que des gens peuvent, admettons, comme moi, je suis une clavet, est-ce que je peux aller à la Société de généalogie, faire des recherches sur les clavets pour savoir quel est le premier clavet qui est arrivé dans la région ou même au Québec en entier? Bien sûr. Okay. Alors, les locaux, nous, on fait partie de la bibliothèque du Cégep de Thetford. Okay. Les locaux sont ouverts sur les mêmes heures que la bibliothèque. Cependant, quand vous voulez avoir quelqu'un pour vous aider, à ce moment-là, faut vous prendre contact avec nous et là, on vous donne un rendez-vous pour qu'il y ait quelqu'un spécialisé pour vous aider. Après, par la suite, quand vous vous habituez au volume, au logiciel, à l'informatique, après ça, vous allez pouvoir poursuivre toute seule vos recherches et compléter. OK, donc justement, les données sont sur papier, sont aussi sur des systèmes informatiques. Exactement. OK. Et est-ce que vous gardez des listes uniquement de gens de la région ici ou si vous faites vraiment le Québec en entier? On a les provinces du Québec, de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. On en a aussi des volumes des États-Unis. Okay. Et naturellement, la meilleure collection, c'est celle de la région, qu'on augmente tout le temps. Ensuite, on a des logiciels spécialisés dans la recherche des ancêtres. Okay. Alors, on a une banque de données de la société qui regroupe les baptêmes, les mariages et les sépultures de la région. Et on a aussi une banque qui s'appelle BMS 2000 qui regroupe 25 sociétés qui ont mis toutes leurs données en commun. Okay. Ensuite, il y a une autre banque qui s'appelle le PRDH, et ça vient de Montréal, et eux autres ont microfilmé les registres. Donc, ils ont fait des volumes et ont fait une base de données à partir des données qu'il y avait dans les registres paroissiaux. Okay. Okay. Alors, nous, à Thetford, lorsqu'on a été fondé, la première chose, la première tâche, disons, si je peux appeler ça ainsi, c'était d'aller chercher toutes les données qu'il y avait dans les registres des paroisses. Et pour ça, on est allé au palais de justice. Alors, à l'époque, c'était M. Claude Rancourt qui nous a accueillis. Et avec l'aide de programmes gouvernementaux, on avait de nombreuses personnes qui venaient faire la cueillette des données dans les registres. Okay. Alors, une fois cette étape-là terminée, on avait d'autres bénévoles qui les prenaient et qui les informatisaient. Parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde qui connaissait l'informatique. Et dans un troisième temps, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vers les années 1993, toutes les données du palais de justice ont été retirées et envoyées à Québec. La province était séparée en deux. Un groupe de villes allait à Montréal et nous, on relevait de Québec. Okay. Alors, il n'y avait plus aucun registre au palais de justice. Mais dans la province de Québec, nous sommes la seule société qui avait réussi à faire la cueillette de toutes les données de tout son territoire. Avant que ça ferme. Okay. Par la suite, on a pris nos données informatisées et là,
La seule place où les registres étaient, c'était les paroisses. Okay. Donc, on allait dans chacune des paroisses, là, avec la permission du prêtre, du curé ou peu importe. Et là, on vérifiait les données avec les registres de la paroisse. Pourquoi? Okay. Parce que le registre civil et le registre religieux est différent un petit peu. Lequel des deux prime à ce moment-là? Moi, je préfère le registre religieux parce qu'il y a beaucoup plus de choses. On appelle ça des annotations marginales, c'est-à-dire que le prêtre écrivait dans la marge des petites notes. Par exemple, tel bébé avait été baptisé, bien, plus tard, il pouvait marquer que cet homme-là ou cette femme-là avait été se marier aux États-Unis. Okay. Et il pouvait marquer plein de choses. La seule chose à laquelle on s'engageait, et c'était très sévère, c'est de ne pas divulguer les changements de nom, okay. les changements de sexe et les changements comme les adoptions. Okay. Alors ça, une fois que ça a été bien entendu, on faisait la vérification. Et par la suite, naturellement, on corrigeait sur informatique toutes les données qu'on avait vérifiées. Et même, on faisait une 5e vérification pour voir s'il n'y avait pas des choses. Parfois, c'était des lettres qui étaient inversées ou un nom qui était mal écrit. Parce qu'à un moment donné, à force d'en écrire, d'en taper, on peut faire des petites coquilles qu'on appelle. Et par la suite, ça s'en va chez l'imprimeur et le relieur et tout ça. Mais j'imagine des fois aussi, ça doit être assez difficile de relire les écritures manuscrites. C'est très difficile. Les prêtres de l'époque, malheureusement, plusieurs écrivaient très mal, tout comme les notaires et les médecins. Et parfois, c'est complexe. Mais disons qu'avec le temps, qu'on s'habitue. Et quand le prêtre écrit 100, 200, 300 actes, on repère la forme de ses lettres. Okay. Alors, il fait son T comme ça, il fait son R comme ça. Et ça nous aide à faire moins d'erreurs. Et l'autre avantage aussi qu'il y avait à l'époque, c'était les grosses familles. Oui. Alors, quand les familles avaient 12, 14 enfants, on savait que le prénom du père et de la mère s'écrivait de telle façon parce qu'ils revenaient toujours. Oui, alors, c'était un avantage aussi. OK. J'aimerais revenir un peu sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez engagé à ne pas divulguer les changements de nom, les adoptions, les changements de sexe. Mais pourtant, pour quelqu'un qui recherche un ancêtre, c'est pas une information primordiale? Malheureusement, à cause du sceau de la confidentialité, ça nous est interdit. OK. Dans toute recherche, il y a toujours une prescription de 100 ans. C'est pour ça que le gouvernement nous envoie les recensements seulement 100 ans avant. Okay. Alors, on est en 2010, donc le recensement de 1910 va nous être accessible. Okay. Mais maintenant, c'est beaucoup plus sévère qu'auparavant parce qu'il y a eu des abus. Puis maintenant, tout le monde paie pour les abus qui se sont passés à l'époque. Quel genre d'abus? Bien, il y en a qui connaissaient des gens qui avaient été adoptés et qui vendaient leurs renseignements à ces personnes-là. Alors, okay. Donne-moi de temps, je vais te dire qui est tes parents. Et puis, c'était douloureux parce que bien souvent, ces gens-là n'étaient pas prêts à faire le pas ou la famille naturelle n'était pas prête à revoir un enfant après 30 ans, 40 ans. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de trafic d'informations, si je peux dire. Alors, à un moment donné, le gouvernement et l'Église, surtout, a été beaucoup plus sévère. Okay. À ce sujet-là. Puis le changement de sexe, bien là, c'est normal. Hein? Il y en a eu quelques-uns à tête ferme. Et comme c'est de privé, alors on n'avait pas le droit. Et le changement de nom, c'est surtout lorsqu'il change un nom en cas de poursuite. Par exemple, quand il y avait de la violence, alors l'ex-mari voulait faire des recherches sur son épouse, à qui qu'elle s'est remariée, à quel endroit. Alors, pour toutes sortes de raisons, que ce soit judiciaire, religieux, je trouve que c'est bien. C'est le bien-être et la sécurité des gens qui sont au cœur de ça. C'est ça. Tandis que les baptêmes, les mariages et les sépultures, c'est public. Okay. On le voit dans les journaux, on le voyait dans le feuillet paroissial, même parfois il y avait les photos qui accompagnaient. Alors ça va. Mais pour les choses particulières, on n'y touche pas. Pas encore. Peut-être qu'un jour, mais pas pour le moment. Mais est-ce qu'il y a des genres de changements de nom qui sont plutôt involontaires, comme par exemple roi qui se transforme en le roi ou l'inverse? Oui, ça arrive régulièrement, surtout chez les ancêtres.
Okay. Dans la période plus récente, je dirais, parfois, c'est que le prêtre était sourd d'oreille, entendait mal et pouvait écrire, par exemple, Gaétan, quand la personne s'appelait Guimond, ou juste parce qu'il a mal entendu. Mais dans ces problèmes-là, c'est que c'est toujours la responsabilité des personnes de vérifier ce que le prêtre inscrit. Par exemple, un monsieur qui est venu, qui a eu besoin de son certificat de mariage pour avoir son passeport, et quand il a fait tenir son acte, s'est aperçu qu'il était marié avec sa belle-mère. Alors, le prêtre avait mélangé le nom de son épouse et le nom de sa belle-mère. Alors, il y a des petites choses comme ça. Ou une dame qui faisait partie d'une famille de 14 enfants et qui s'est aperçue qu'il y en avait 2 de plus. Et ses parents n'en avaient jamais parlé. Parce que les enfants sont décédés très, très jeunes à la naissance et ils n'ont jamais parlé de ça. Alors, la famille n'était pas au courant qu'il était 16 au lieu de 14. Alors, il y a des petites choses comme ça que les gens découvrent. Et puis, si vous voulez faire réparer l'erreur, ça appartient pas au prêtre. Ça vous appartient. Il faut aller à la cour avec un avocat et faire effectuer des changements. OK, parce que les personnes auraient dû vérifier au moment du mariage. Mais rappelez-vous, à l'époque, au tout début, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Ils faisaient un X ou ils faisaient un T. Et c'était leur signature. Alors, ça, c'est pardonnable. Mais dans les actes plus récents, c'est vraiment la responsabilité des gens encore aujourd'hui. Prenez le temps, que ce soit un baptême, un mariage ou une sépulture, prenez le temps de bien lire. Ça vous évite des problèmes par la suite. Est-ce qu'il en arrive encore aujourd'hui des erreurs, même si c'est informatisé? Eh bien oui, parce que la perfection n'étant pas de ce monde, alors toute personne peut faire des erreurs, soit dans l'écriture, soit même volontaires parfois. Parce que moi, je pense à certains prêtres qui voulaient sauvegarder la réputation d'une femme qui était fille-mère et qui inventait un père fictif. Ou d'une autre fois, une mère célibataire qui connaissait le père, mais qui ne voulait pas qu'il soit mentionné sur l'acte. Alors, il mettait de père inconnu. Alors, parfois, c'était accidentel et parfois, pour des raisons X, Y, Z, c'était voulu. La société, j'imagine, se concentre aussi beaucoup sur l'histoire de la région ici. Quel est le premier arrivant? La première personne qui est arrivée à Thetford Mines, ça serait alors, dans la région elle-même, on parle beaucoup de M. Stanislas Royer, qui, à l'époque, était disons, ce que va devenir plus tard la paroisse Saint-Maurice. Mais il y a beaucoup d'arrivants parce qu'on a 8 peuples fondateurs. Il ne faut pas les oublier. Parce que les premiers êtres humains à fouler le sol ici, c'est les Autochtones, c'est les Abénakis. C'était leur territoire de chasse, de trappe et de pêche. Après ça, il y a eu les Français. Beaucoup arrivaient de la Beauce, d'autres arrivaient par les chemins Craig et Gosford. Et après ça, on a eu les Anglais à la conquête. Les Anglais ont conquis la Nouvelle-France. Donc, on a eu une arrivée d'anglophones. Et par la suite, on a eu les mercenaires allemands. Ça, on entend moins parler. Alors, c'est au moment où les États-Unis se sont rebellés contre la mère patrie qui était l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle, avait des coffres très bien garnis, mais elle manquait d'hommes, d'effectifs. Donc, elle s'est retournée vers les princes allemands. À l'époque, l'Allemagne avait à peu près 300 principautés et ils ont été négociés avec chacun des princes allemands. Pour louer des hommes pour venir combattre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des mercenaires. C'est des gens qui ne se battent pas pour leur pays, mais qui sont loués pour effectuer un travail. Et ce travail, c'est d'aller à la guerre. Alors, il y a 30 000 soldats allemands qui ont été loués. Et il y en a à peu près 3 000 qui sont restés dans la région. Pas juste dans la région, dans la province. Et là, je pense aux familles Ebacher Baker, je pense aux familles Amann, Adams Robbenheimer, Payer, etc. Payer, c'est d'origine allemande. Oui, c'est d'origine de mercenaires allemands. Après les Allemands, on a eu 2 pays
qui ont beaucoup souffert, c'est-à-dire l'Écosse et l'Irlande. Alors, c'était l'envahisseur anglais qui utilisait leurs terres et qui chassait les paysans. Et pour l'Irlande, on rajoute les pommes de terre qui étaient leur élément de base et ont eu des grosses famines à cause d'un champignon qui détruisait la récolte. Alors, ces deux pays-là ont envoyé beaucoup de gens qui sont venus se réfugier ici au Québec. Alors, on les retrouve davantage dans le coin de Inverness, Kenner, dans ces coins-là. Et par la suite, les deux autres groupes, on a eu les Arméniens. Okay. Alors, c'était l'époque du génocide en Turquie et les gens fuyaient leur pays pour ne pas se faire massacrer. Et là, je pense à une famille célèbre, les Setlakouis, okay. Les Ganjos, les Dubé. Ensuite, les Ukrainiens. Alors, les Ukrainiens, eux autres, ça se passe pendant la Première Guerre, 1914-1918. Il y avait beaucoup de prisonniers et le gouvernement ne savait plus quoi en faire. Alors, ils les ont envoyés dans les mines d'amiante. Ah oui. Alors, dans notre région, c'est surtout à Black Lake, et les Ukrainiens travaillaient dans les mines d'amiante sous bonne garde, à garde armée. Et lorsque la guerre a terminé, bien, plusieurs ont retourné, mais il y en a plusieurs qui avaient déjà des liens avec les dames du coin, donc ont resté ici. Et là, je pense à les Litovski, Orbatok, des noms comme ça. Okay. Alors, pour ces 8 peuples fondateurs-là, c'est eux autres qui ont façonné toute l'histoire de la région. Et lorsqu'on les raconte, l'histoire, il ne faut jamais oublier tous ces gens-là, parce que chacun est arrivé avec leur bagage, avec leur langue, avec leurs croyances, avec leur culture, et en se mêlant aux Québécois, aux Anglais d'ici, ils ont façonné un peu l'image de la région, l'histoire de la région, et ont beaucoup collaboré à ce que les différentes villes et villages d'aujourd'hui sont ce qu'elle est. Oui, c'est tout à fait fascinant. Je n'avais jamais réalisé qu'on était aussi diversifié que ça dans la région. Madame Gervais, vous avez apporté aussi des publications, des choses que la société fait. Oui. Alors, le premier, ça s'appelle « Les accidents dans les mines », ça s'appelle « Au-delà de l'amiante ». Okay. Alors, pourquoi ce volume-là? C'est parce que je voulais rendre hommage à tous les hommes qui ont laissé leur vie dans une mine d'amiante. Okay. Et puis, j'ai rencontré beaucoup des mineurs qui venaient nous rencontrer, qui nous racontaient leur histoire, qui, avec parfois beaucoup d'émotions, racontaient avoir perdu un ami, un compagnon de travail, un membre de leur famille. Alors, j'ai décidé d'effectuer des recherches et de recenser tous les gens qui étaient décédés, peu importe la mine. Alors, dans le volume, vous allez voir que c'est par ordre alphabétique et vous allez retrouver un cours historique de l'accident mortel. Okay. Vous allez retrouver les données généalogiques relatives à cette personne-là. Et enfin, l'ascendance directe, c'est-à-dire que nous partons de lui et nous remontons de père en fils jusqu'au premier en France. Okay. Et la deuxième partie du volume, je l'ai consacrée à de cours historiques des mines dans lesquelles ont eu lieu ces décès-là. Okay. Alors, c'est vraiment un volume qui rend hommage aux victimes des mines d'amiante. Okay. Un autre volume s'appelle « L'historique des rues de Thetford ». Alors, moi, je ne suis pas originaire d'ici, je viens des Trois-Rivières. Okay. Et là, ça fait une 40aine d'années que je suis ici, et je rencontrais toutes sortes de rues. Alors, l'avenue Labbé, la rue Demers, et je me demandais pourquoi il s'appelle comme ça. Parfois, les gens le savaient. « Ah, ma petite dame, vous n'avez pas connu Tancred Labbé, il a fait ci, il a fait ça. » Et parfois, ils ne savaient pas du tout. Okay. Alors, pendant une 20aine d'années, j'ai ramassé toutes sortes de renseignements. Puis, j'ai terminé ma recherche en allant 3 ans à la ville de Thetford, dans les procès-verbaux. Et là, j'ai recensé toutes les rues et tout le pourquoi du nom de ces rues-là. Okay. Alors, ça aussi, c'est par lettre alphabétique. Et vous allez retrouver le nom des rues. Vous allez retrouver aussi les personnages en honneur de qui cette rue-là a été nommée. Et un peu plus loin, vous allez avoir des recherches effectuées sur les quartiers,
Alors, le village d'Amiante, Rivière-Blanche. Vous allez en avoir aussi sur des ponts, vous allez en avoir sur plein de choses. Et à la fin, eh bien là, vous avez des petites choses que j'ai prises au niveau des procès-verbaux. Alors, en telle année, il s'est passé telle chose. Par exemple, le conseil de ville était en réunion. À un moment donné, ils ont arrêté pour écouter la musique de la fanfare. Alors, aujourd'hui, on ne verrait plus ça, mais à l'époque, c'était important d'arrêter la réunion pour écouter la fanfare, puis après ça, on continuait la réunion. Alors, c'est toutes des petites choses inusitées comme ça. Des petites anecdotes. Et en même temps, bien, ça nous fait découvrir qui était là, les personnages qui ont façonné la ville, qui étaient importants, et puis pourquoi. Est-ce que toutes les rues sont nommées? Toutes les rues sont nommées, même celles qui ont disparu, comme la rue Tipperary, que personne ou à peu près ne connaît. Toutes les rues qui ont passé ici, qui soient toujours actuelles ou non, sont recensées. Est-ce que c'était avant les fusions? Oui. OK. Oui, on est arrêté à la fusion, sinon ça aurait été complexe oui. faire le tour. Et le dernier volume que je voudrais vous signaler, c'est l'historique du vieux Saint-Maurice. Pourquoi? Il y a un monsieur de 80 ans qui est venu me voir et qui m'a parlé du vieux Saint-Maurice. Et c'était très émouvant parce que le monsieur me disait qu'il n'y avait plus rien. Il avait tout perdu. Et moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Et en parlant avec lui, c'est là que je me suis aperçue que c'est vrai. L'Église n'est plus là. Elle a été démolie, les écoles, les petits commerces. Et puis, le monsieur a terminé avec moi en disant, « Imaginez-vous donc, madame, ils ont même enterré mes parents une deuxième fois. » Et là, j'étais surprise. Et là, naturellement, en faisant des recherches, on découvre le pourquoi de la chose. Alors lui, il dit, il ne me reste plus rien. On a été déménagé dans le nouveau Saint-Maurice, qui est derrière le cégep, mais mes voisins ne sont plus là. Mes petites habitudes, j'ai plus de repères, j'ai perdu mes repères. Alors, j'ai pris des notes et là, j'ai fait ce volume-là à toutes sortes de points de vue, au niveau religieux, au niveau scolaire, au niveau économique, tous les petits commerces qu'il y avait. Et la dernière partie, je l'ai mis tout le nom des gens qui ont resté sur chacune des rues. Pour que tous ces gens-là du vieux Saint-Maurice aient un repère tangible, concret. Pour qu'ils se souviennent. Pour qu'ils se souviennent qu'ils ont resté là. Alors, avec les commerces, on a mis les photos des commerces, les photos des gens. Les gens ont collaboré au-delà de nos espérances. Et c'est le premier volume. Et présentement, nous sommes en train d'en faire 2, 3, 4 et 5 parce que nous reprenons chacune des rues et nous faisons l'histoire de chacune des familles sur chacune de ces rues. Alors, à un moment donné, un autre volume va sortir, par exemple, sur la rue Tanguay, sur la rue Johnson, et là, ça va être chacune des familles. Et ça fait partie de notre volet éducatif. Ça renseigne les gens. Ça leur donne un sentiment de fierté et un sentiment d'appartenance très fort. Mais ça, c'est une partie de notre histoire qui est assez extraordinaire. C'est pas partout, c'est pas toutes les villes du Québec qui ont vécu quelque chose comme ça, déménagement complet. C'est ça. Et pour pallier à ça, on a aussi une revue qui s'appelle Le Bercail. Alors, il y a une 50aine de numéros qui est fait à date, qui parle de sujets très, très diversifiés. Ça peut être aussi bien des familles, comme les Lessards, les boulangers. Ça peut être aussi des thèmes. Par exemple, la grippe espagnole en 1918. Ça peut être aussi la découverte de l'amiante. Ça peut être l'histoire du Québec Central Railway. Ça peut être aussi des personnages importants, comme le docteur Patrick Lockray, Tancred Labbé. On regroupe là-dedans plein de choses, comme à Tête Ferme, notre devise, c'est « Elle résiste même aux flammes ». Et puis, les incendies, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a consacré une revue spécialement pour ça. On a fait une revue spécialement pour les femmes. Et puis, alors, cet élément-là, le Bercail, est très important parce qu'il raconte des pans d'histoire de la région. C'est une sauvegarde de notre patrimoine en petite revue. Et elle est publiée une fois par année? 3 fois. 3 fois par année. 3 fois par année pour les membres de la société. Et les gens qui sont intéressés à se la procurer peuvent venir aussi à nos locaux. Est-ce que c'est la même chose pour les 3 livres dont vous nous avez parlé, des gens qui veulent... Malheureusement, j'ai 2 livres qui sont épuisés.
Alors, il me reste quelques volumes sur l'histoire de Saint-Maurice, les deux autres livres étant épuisés. Est-ce que vous allez les rééditer? Ça va dépendre parce qu'on a toujours le choix entre éditer de nouvelles choses et rééditer les anciennes. C'est pas moi, ça dépend pas de moi. C'est le conseil d'administration qui, à chaque année, décide quels sont les volumes qui vont être réédités, quels sont les volumes qui vont être produits. Comme là, présentement, je travaille sur un petit volume qui vont parler de l'histoire de Joseph Fecteau. Et qui vont découvrir qu'il n'était pas seul lors de la découverte. Ensuite, un autre va parler de Leeds. Alors, c'est un avocat qui est décédé, qui nous a légué ces choses, et là, on va publier son volume, et ainsi de suite. Ça dépend beaucoup de ce qu'on reçoit, de ce qu'on... Quelqu'un qui voudrait être membre de la société, quelle est la procédure? Il n'a qu'à venir à nos bureaux. Ça coûte 20 $ par année. Et à l'intérieur de ça, c'est sûr qu'il y a toujours de l'aide, que vous soyez membre ou pas, jamais qu'on va refuser quelqu'un. D'ailleurs, on le fait même au niveau des jeunes, au primaire. On commence avec une naissance, un arbre. Alors, c'est les bébés de l'année. On fait la généalogie et l'histoire des ancêtres du bébé. Ensuite, ça va au primaire, le portefeuille archivistique pour les 5e et 6e années. Ensuite, ça va au secondaire avec les professeurs d'histoire. Et nous avons une classe du cégep, l'histoire est un cours à option, qui viennent suivre des cours. Et tout le long de ça, là, peu importe que ce soit il y a ma contribution au patrimoine avec les gens âgés de 50 ans et plus. Alors, les gens viennent, sont intéressés, ils regardent, posent des questions, ont envie de devenir membres. Oh, là, ça coûte 20 $ et là, on leur donne une carte. Ils participent. Là, ils ont le droit de consulter nos bases informatiques, tandis que les gens qui ne sont pas membres ont le droit seulement au volume. Puis là, il y a des activités, puis s'ils font des achats, il y a une ristourne sur les achats qu'ils font, et ainsi de suite. Donc, vos locaux sont situés au cégep? Au cégep de Thetford, vous passez par la bibliothèque, c'est très bien identifié. Et si vous voulez quelqu'un vous appeler, ça va nous faire un plaisir de vous recevoir puis de vous épauler dans vos recherches. Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien, Mme Gervais. C'était très intéressant. On invite toutes les personnes intéressées à devenir membres, à aller visiter les locaux de la Société de généalogie. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.